Om Shanti. Om Shanti, bonsoir. Ça va bien? C'est pour vous réveiller, vous mettre dans le son. Alors, content de vous retrouver. Beau mercredi soir. Quelle est notre capacité à maintenir des bons souhaits pour tous? C'est facile, il y a des périodes dans lesquelles on exprime nos bons souhaits de façon temporaire. À Noël, Nouvel An, les anniversaires, les mariages. Pas les décès, non? Il n'y a pas de bons souhaits au décès. Il y en a, mais différents. Et donc, on a souvent pris l'habitude de convenir qu'il y a un moment dans lequel on peut exprimer nos bons souhaits. Et nos bons souhaits sont devenus des fois très faciles, des formules. Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne année, je te souhaite bon anniversaire. Et des fois, c'est devenu des tout petits bons souhaits. C'est des petites formules très courtes, très simples. Et on pense que, bon, une fois c'est fait, check, ok, bon anniversaire, bonne année, bonne fête. Et voilà, on a fait nos expressions de bons souhaits. On a des bons souhaits très ciblés aussi. Et ce qu'on découvre en spiritualité, et surtout en méditation, c'est le pouvoir des bons souhaits. Mais pas ce genre de bons souhaits très homéopathiques, avec des petites granules, là, toutes petites, qui marcheront très bien, mais on découvre le pouvoir des bons souhaits dans une forme plus vivante. Et on se rend compte qu'entretenir des bons souhaits, ce n'est pas réciter une formule. Dire à quelqu'un « je te souhaite une bonne journée », c'est bien. Mais c'est comme une petite surface de bons souhaits. Avoir des vrais bons souhaits pour quelqu'un ne se traduira pas nécessairement par le fait qu'on leur souhaite une bonne journée, mais qu'on a un sentiment puissant pour ces gens-là, qui va bien au-delà de juste leur souhaiter une bonne journée. C'est bien de souhaiter une bonne journée, c'est bien de souhaiter bon anniversaire, c'est bien de souhaiter une bonne année à quelqu'un. Mais on se rend compte que la dynamique du bon souhait est reliée en fait à une dynamique intérieure dans laquelle on fonctionne souvent, soit comme un aspirateur, soit comme un ventilateur. C'est deux phénomènes très différents. Êtes-vous aspirateur ou ventilateur? Un aspirateur, c'est quand on est dans un mode où on aspire. On cherche, on veut, on prend. Et on est là à la recherche, on veut de l'amour, on veut de la paix, on veut du bonheur, on veut. Et l'aspirateur fonctionne beaucoup avec des désirs. On a des désirs, puis on fait l'équation que le désir amène le plaisir. Et plus on a des désirs, plus on espère du plaisir, et plus on est en mode aspirateur. On cherche à combler ses désirs. Alors qu'on dit bien qu'on veut donner des bons souhaits, et donc dans le mode ventilateur, on n'est plus dans une forme de désir. On est dans une forme de donneur, et le fruit n'est pas le plaisir, mais bien le bonheur. Donc désir et plaisir, donneur et bonheur, deux aspects différents. Désir et plaisir est plus dans le mode aspirateur, et donneur et bonheur est plus dans le mode ventilateur. Le pouvoir du ventilateur, c'est qu'il peut rafraîchir, il peut balayer, tu peux faire ça. Tu peux être un ventilateur de luxe avec air climatisé, c'est encore mieux. Ça, c'est quand les autres sont vraiment en train de surchauffer. On leur donne un peu de ventilateur avec air climatisé. Ou on peut être ventilateur avec aussi chauffage. Quand les autres sont un peu glacés et refroidis et ils ne sont pas très, très chauds. Donc le ventilateur, c'est une image, mais c'est plus la notion d'être dans un mode de donneur. Puis on va se rendre compte que c'est difficile d'avoir des bons souhaits quand on est soi-même à la recherche de combler nos propres besoins, nos propres désirs. Si on n'est pas satisfait, c'est dur de vraiment donner quelque chose. On peut souhaiter quelque chose, mais on ne peut pas donner quelque chose. Il y a une différence entre souhaiter à quelqu'un « je te souhaite une bonne journée » ou d'être capable de donner à l'autre, et ça ne s'exprime pas nécessairement par la formule « bonne journée »,« bonjour », mais il y a une différence entre souhaiter une bonne journée ou de donner à l'autre une énergie telle que
l'autre aura une bonne journée. Nous, on a vécu, moi j'ai beaucoup ressenti les bons souhaits de nos professeurs aînés, nos sœurs aînées dans l'organisation. Et des fois, quand on vient les voir avec une préoccupation ou une inquiétude et qu'on a un petit peu, en questionnement par rapport à quelque chose, on dit, ah, je ne sais pas si ça va fonctionner, qu'est-ce que je dois faire? Puis des fois, tout ce qu'elles nous disent, elles ne nous disent pas, je te souhaite que ça fonctionne. Mais elles vont nous dire, t'inquiète pas, ça va très bien fonctionner. Ça, c'est un bon souhait. Et ça devient non pas c'est ça, ben oui, on se croise les doigts, j'espère que tu vas aimer, j'espère que ça va fonctionner. Non, ça devient, pour ça, ça devient une affirmation, ça va fonctionner. Ça devient un bon souhait. Et il y a une force, des fois, juste dans la simple évocation du fait que tout va bien aller. Imaginez le médecin, vous n'êtes pas très en forme, puis il vient vous voir, puis il dit « Ouais, j'espère que tu vas bien aller. » C'est-à-dire, ben, quel médecin t'es, toi? C'est pas... J'attends pas du médecin qui me dise « J'espère que ça va bien aller. » On s'attend que le médecin va nous dire « T'inquiète pas, ça va très bien aller. » C'est la différence entre juste un souhait, un bon souhait qui est bien, ou avoir vraiment le pouvoir de donner des bons souhaits à quelqu'un, de donner en fait ce qu'on appelle dans un jargon spirituel en fait une bénédiction. Ça devient une bénédiction. C'est pas que je te souhaite quelque chose, c'est que je crée en moi cette vision, cette pensée, cette visualisation qui te dit ça va bien aller. Et ça a un pouvoir. Il fonctionne dans l'autre sens aussi. Vous faites attention, ça s'appelle une malédiction. Maudire quelqu'un. C'est ce que les gens font souvent, sans s'en rendre compte. Mais il y a des gens qui souhaitent le mal pour les autres. Il y a des gens qui souhaitent le mal aux autres. C'est un pouvoir, ça aussi. Et souhaiter le mal aux autres, c'est donner du pouvoir à ce que quelque chose de mal se produise aussi. Ça, c'est dangereux des fois. Quand on est jeune, des jeunes ados, nos parents nous refusent de sortir, on nous impose de rentrer à 9 h le soir plutôt que minuit, et qu'on les déteste. Hein. Puis on est dur, mais en tout cas, je sais que jeune, on dit des choses épouvantables. On dit de notre mère, je la déteste, puis elle est mauvaise, puis on écrit ça dans nos journaux, des trucs épouvantables, puis on lit ça 10 ans plus tard, on dit, oh my God, comment j'ai pu penser aussi méchamment envers mes parents, simplement parce que j'avais pas le droit de sortir ou qu'ils m'ont pas donné l'autorisation que je souhaitais. Et c'est des pensées puissantes qu'on entretient. Donc, pour ce qui arrive, ce que je proposais, c'est que la notion des bons souhaits, quand on veut maintenir des bons souhaits, on essaie de rester dans un mode que je décrirais de façon métaphorique comme ventilateur. C'est on veut donner, on veut répandre, on veut rafraîchir, réchauffer, ventiler un petit peu les situations. Alors que lorsqu'on est dans un mode aspirateur, on est beaucoup dans un mode à essayer de satisfaire ses propres désirs. Et quand on est dans un mode à satisfaire ses propres désirs, souvent c'est parce qu'on est insatisfait. Et si on est insatisfait, c'est très difficile d'avoir l'espace intérieur ou d'avoir la conscience intérieure qui nous permet d'être assez efficace et puissant pour dire à l'autre, t'inquiète pas, ça va bien aller. C'est très dur parce qu'on est nous-mêmes incertains, on est nous-mêmes à moitié vides, on est nous-mêmes à la recherche de ça va bien aller. On aimerait que l'autre nous le dise, mais c'est à nous de le dire. On dit étrangement, souvent quand il nous manque quelque chose, la meilleure façon de l'obtenir, c'est de le donner d'abord. On n'a pas beaucoup d'argent, au lieu de quémander, puis au lieu d'essayer d'en soutirer, c'est très bien de commencer à donner. Parce que le don fait en sorte que ça revient tout le temps. Et le meilleur investissement, c'est de donner, puis de savoir qu'il va y avoir un retour sur investissement. Le pouvoir des bons souhaits, c'est le pouvoir de donner à l'autre la possibilité d'espérer aussi. Ce dont on se rend compte souvent, c'est que ce qui manque le plus aux gens, c'est qu'ils aimeraient que les autres le fassent à leur place. Ils aimeraient que les autres réussissent à leur place. On a une inquiétude, on a une peur, on a une négativité, puis on aimerait que le bon souhait de l'autre soit « je vais le faire à ta place ». Et puis, je t'enlève ton fardeau, je te règle ton problème. Ça, c'est génial. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne souvent.
Et la meilleure façon, on dit souvent, pour que quelqu'un atteigne son but, c'est à la personne de le faire. Et la forme du bon souhait, ce qu'on peut donner à l'autre, c'est l'espoir de sa capacité à réussir. Et quand l'autre personne commence à concevoir qu'il est possible de réussir, ben la personne elle-même va faire les efforts pour réussir. Et notre bon souhait n'est pas d'essayer de réussir à la place de l'autre. Mais le bon souhait, c'est notre capacité de donner à l'autre l'espérance nécessaire pour qu'elle ait la force de réussir. C'est ça la magie du bon souhait. Des fois, on n'a pas de solution. Les gens, des fois, nous proposent des problèmes. Tu dis, ouais, je ne sais pas. Mon mari a fait ci, ma fille a fait ça, j'ai plus d'argent, ma voiture est cassée, qu'est-ce que je dois faire? Aucune idée. C'est vraiment consulte. Joue à la loto, je ne sais pas, mais on n'a pas les solutions des fois. Par contre, on peut exprimer un bon souhait dans notre cœur par rapport à la personne et simplement donner l'idée à la personne que je ne sais pas ce que tu peux faire, mais je sais, j'ai une conviction, c'est que tu vas faire la bonne chose. Parce que je sais que tu es bien intentionné. Et tout ce que tu vas faire, ça va être la bonne chose. Et ça, j'en suis convaincu. Juste ça. On n'a pas donné de solution. Mais on a contribué à donner la force à l'individu de pouvoir régler le problème. Comment? On n'a pas la solution toujours. Mais au moins, on a donné à l'autre l'espoir qui lui permet de voir sa capacité de réussir. Ça, c'est intéressant. Parce que le but du bon souhait ou des bons sentiments pour les autres n'est pas de changer la situation des autres à leur place, mais bien de leur donner simplement la chance de réussir à surmonter leurs difficultés ou leurs problèmes et de pouvoir ensuite récolter le fruit de leur succès. Et quand quelqu'un me dit « t'inquiète pas, ça va bien aller », c'est sûr qu'il me donne un élan, il me donne une puissance, il me donne un encouragement. Mais ultimement, je me retrouve devant mon problème et moi, je retrouve le problème puis je me dis à moi « non, je sais que ça va bien aller ». Et donc, le bon souhait de l'autre devient mon bon souhait à moi aussi. Et c'est ça les bons souhaits, comment ils fonctionnent. Quand on dit « ok, bonne journée », c'est très limité. C'est pas que l'autre se sent « ah, ok, il m'a souhaité une bonne journée, ça va bien aller aujourd'hui alors ». Non, c'est tellement, je dirais, vulgarisé en ce moment où c'est rendu tellement banal de dire à l'autre je te souhaite une bonne journée, bonne semaine, bon week-end. On dit ça tous les vendredis soirs quand on quitte au travail. Bon week-end. C'est sûr, c'est bien. C'est mieux que de dire je te souhaite un très mauvais week-end. Bye bye. C'est sûr, c'est mieux de dire aux gens bon week-end. C'est une belle formule, quoi, c'est joli. Mais elle n'a pas énormément de pouvoir, quoi. Sauf si on a pris le temps d'avoir une considération pour l'autre et d'avoir vraiment ce sentiment qu'on espère vraiment. Et ça, des fois, ça n'a pas besoin d'être formulé. Juste d'espérer que l'autre vraiment va bien aller, que ça va être un très beau week-end. On donne du poids au bon souhait dans des moments spéciaux, quand on écrit des mots, vous savez, très particuliers. C'est l'anniversaire de quelqu'un, puis des fois on dit juste bon anniversaire, puis des fois, là, on dit ok, là je m'arrête, puis là on prend la plume, puis là on l'écrit vraiment. Et des fois on va chercher un sentiment profond qui est très vrai et qui est un très 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 beau bon souhait. Et là, ils sont très bien. Mais c'est une fois par année. C'est pas beaucoup. Il faudrait renouveler ces bons souhaits plus souvent qu'une fois par année pour l'individu. Et la pratique qu'on nous suggère dans le Raja Yoga est intéressante parce que la pratique qu'on suggère, c'est qu'en fait, le mode de fonctionnement naturel de l'esprit devrait être de générer continuellement des bons souhaits pour tous. Et quand on dit pour tous, c'est vraiment pour tous. Et c'est là où on se rend compte que c'est facile pour plusieurs, c'est un petit peu compliqué pour certains, puis c'est presque impossible pour quelques-uns seulement. Il y a des gens pour qui, si on vous disait, pensez à la personne qui vous cause le plus de souffrance dans votre vie, puis on vous dit, écoute, ok, ouais, vous avez vraiment fait souffrir, ayez des bons souhaits pour elle maintenant. Et là, on est obligé de réfléchir un peu à ce que ça veut dire avoir des bons souhaits pour quelqu'un avec qui on n'a pas une harmonie naturelle. Ça vous arrive? Non? Dans votre vie, il y a quelques personnes
Sur les listes rouges ou les listes noires, oui, ça. Juste nous deux peut-être. Hein. Comment est-ce qu'on a des bons souhaits pour ces gens-là? C'est pas facile des fois. C'est des gens avec qui on aurait facilement tout un discours dans notre tête très négatif. Ça vous arrive de parler à des gens dans votre tête? Non? Il y a le téléphone, on peut les appeler. C'est pas... Combien de temps on passe à parler aux gens dans notre tête? À entretenir des discours complètement inventés, là. Puis des fois, le pire, c'est que tu parles dans ta tête à quelqu'un, puis la personne, hey, salut, ça fait plaisir de te voir. Tu continues. C'est pas vrai, ça m'a pas fait plaisir du tout de te voir. Parce que ça fait 2 jours que j'arrête pas de ronger les freins avec des pensées très négatives pour la personne. Ça nous arrive des fois d'entretenir des relations mentales. Et ça, souvent, c'est pas des relations de bons souhaits. Dans la production de bons souhaits, on se rend compte qu'en fait, on se libère soi-même d'une espèce de négativité qu'on consomme. Si on a une discussion négative dans notre tête avec quelqu'un d'autre, l'autre, n'en est même pas conscient. Donc l'autre est peut-être en train de s'amuser comme un fou, je sais pas, dans un parc d'amusement, il est dans la pitoune, puis il est en train de dire « Yeah, super, c'est génial », il est très heureux. Puis vous êtes à la maison en train de dire « qui souffre à ce moment-là? C'est juste vous. On est le seul à souffrir pendant que l'autre est dans la pitoune. Alors, s'il y en a qui écoutent ça à Madagascar, ils savent absolument pas c'est quoi la pitoune. C'est un phénomène très québécois d'un arbre troué dans lequel on s'assoit et on descend dans un cours d'eau artificiel, ça fait une pitoune. Alors, ça peut être très, dommageable pour le soi, d'entretenir des mauvaises pensées pour quelqu'un d'autre. Peut-être que l'autre peut-être qu'il va être éclaboussé un peu plus que d'habitude parce qu'il y a des mauvaises pensées, mais ça va pas l'affecter beaucoup, beaucoup. Par contre, nous, en consommant ces pensées négatives, ça revient, puis on perd notre force, on perd notre pouvoir. Si on mange la nourriture empoisonnée, c'est pas la nourriture qui souffre, c'est moi qui souffre, c'est moi qui m'empoisonne. Et quand je suis empoisonné, je deviens faible, on ne peut plus rien faire. Le moindre petit mouvement devient difficile, se déplacer devient difficile, vivre devient difficile. Et de la même façon, quand on a des pensées qui sont néfastes, c'est nous les premiers à souffrir de ces pensées. Et c'est comme si on consommait une nourriture empoisonnée. Si on est très négatif dans notre tête, sur une longue période de temps, là on devient dépressif, on devient colérique, on devient paranoïaque, on a de l'animosité, on devient aigri, on devient cynique, on devient judgmental, on a un jugement pour les autres. Ça, c'est tous les effets secondaires d'une négativité qu'on ronge à l'intérieur. Ça, c'est personne qui nous l'impose. La vie, évidemment, a des situations déplorables. Les gens ont des comportements déplorables. Mais c'est pas que la personne a un comportement déplorable puis qu'elle nous dit après « Puis j'espère que tu vas penser à moi en façon très négative pour te faire encore plus de mal. » Non, ça, c'est notre partie qui nous revient. C'est nous tout seuls qui, d'une situation ou d'un individu négatif, en faisant un burger négatif. Là. C'est un gros je dirais pas quoi, là, un gros à 3 étages avec plein de négativité dedans. Et on le consomme tout le temps, tout seul. Alors la pratique du bon souhait, c'est justement une discipline qui nous sensibilise sur est-ce que je suis capable d'avoir des bons souhaits pour les autres? Est-ce que je peux maintenir une attitude de bon souhait? Pendant combien de temps je peux garder des bons souhaits pour les autres? Comment est-ce que je fabrique des bons souhaits pour les autres? Qu'est-ce que ça veut dire avoir des bons souhaits pour les autres? Et ça, on se rend compte qu'il y a 2 éléments importants pour comprendre ce que c'est que le bon souhait. Un, c'est de ne pas seulement penser à l'individu tel qu'on le connaît comme homme, femme, Jean, Jacques, Martine et autres, mais d'essayer d'aller voir l'âme ou l'être au-delà de ce que la personne représente dans la vie. D'aller juste à un autre niveau, parce que nos bons souhaits, est-ce qu'on va vraiment les adresser
à un individu ou à l'être qui est dans l'individu. Et ça paraît subtil comme nuance, mais c'est très important parce que quelqu'un qui vous cause du mal, c'est pas logique de lui souhaiter le bien. Par contre, l'âme de la personne qui vous fait du mal, elle, c'est logique de lui souhaiter du bien. Parce que si l'âme pouvait vivre quelque chose de bien, ben, n'agirait plus à travers la personnalité de l'être de façon négative. Qui souffre quand quelqu'un est négatif? C'est son âme. Quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui est arrogant, quelqu'un qui est égoïste, quelqu'un qui manque de respect envers les autres, et quelqu'un, donc je dis bien quelqu'un, un individu, dont l'âme est malade. Et parce que l'âme est malade, l'individu est défectueux. Il agit de façon à ce que ça ne passe pas, quoi. Quand vous avez quand vous avez une bronchite, ben on tousse. C'est pas que vous êtes mauvais, c'est juste que vous avez une bronchite, vous toussez. C'est un symptôme de la bronchite. Et une personne dont l'âme est très défectueuse a un comportement très défectueux. Mais c'est comme si devant quelqu'un qui est malade, on disait hey, « qu'est-ce qui est énervant, il m'énerve, il est malade. » Puis il est fatigué, puis il n'a pas fait le ménage, puis il n'a pas fait ci. Ben oui, il est peut-être même en train de mourir. Là. On a un peu de pitié quand les gens sont malades. Puis s'ils sont très malades, on a plus de pitié, plus de sympathie. Et dans ce sens-là, est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir un peu de pitié ou de sympathie pour une âme malade? Même si les symptômes et les effets extérieurs sont très désagréables pour nous. Un enfant malade à la maison, ceux qui ont eu des petits-enfants, moi j'ai eu des otites à répétition quand j'étais jeune. Ben, quand tu es jeune et que tu as une otite, tu hurles de douleur. Ben, c'est sûr, maman essaye de regarder un super bon film. Puis le petit a une otite. Ben, quel genre de maman dirait « Hey, tu m'énerves, toi, avec tes otites, là, tu peux pas en avoir une ailleurs, puis écoute, va te coucher, là, puis maman regarde le film, puis après je viendrai te... » Quel genre de mère aurait un comportement comme ça? Est-ce que je me trompe? Je vois qu'il y a une majorité de mamans. Ben, malgré le fait que c'est un bon film, si vraiment l'enfant est en train de hurler de douleur, je pense que n'importe quelle mère va tolérer le comportement désagréable de l'enfant, qui vient briser son désir de regarder son film, puis elle va s'intéresser à qu'est-ce qui t'arrive, est-ce que je peux t'aider, qu'est-ce qu'on fait, on va voir le médecin, puis on essaye d'alléger la peine, non? Ça, c'est technique des bons souhaits très naturelle d'une mère pour son enfant. Mais quand ça vient le temps d'être le voisin ou le mari, déjà, ça passe moins bien, ou quelqu'un d'autre, ou le boss, ou la collègue de travail, ah ben là, qu'est-ce que t'as encore, là? Puis là, tes problèmes de vie, là, moi, ça m'intéresse pas. Moi, je regarde mon film, puis ne me dérange pas. Là, on devient un peu plus égoïste. On est moins intéressé à aider l'autre. Et puis, si son comportement est désagréable, ah ben là, ça marche plus. Que mon enfant me hurle dans les oreilles pendant 4 heures, ça va. Mais que le boss me dise 3 mots de travers, ah ben ça va pas du tout. Ça marche plus. Très relatif, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est notre incapacité à maintenir des bons souhaits. Et quelle est notre incapacité à maintenir des bons souhaits? C'est qu'on est seulement en relation avec la personne, l'individu. Le bon souhait s'adresse beaucoup plus à l'être qui est à l'intérieur. Et quand un individu a un comportement négatif, l'expression la plus puissante d'un bon souhait, j'ai entendu dans ma vie, c'était une ancienne dirigeante des Brahma Kumaris, qui face à un comportement extrêmement dommageable, je dirais, de quelqu'un qui faisait partie de l'organisation d'ailleurs, qui a fait vraiment une grosse bêtise, où tout le monde a dit « allez donc, qu'est-ce qu'elle est vraiment nulle, quoi. » Puis tout le monde a eu vraiment des pensées très négatives pour la personne. Dadi Kumarka, à l'époque, sa pensée c'était « Ah, qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne à ne pas avoir à subir toute la souffrance associée à la conséquence de ses actions. » Puis quand j'ai entendu ça, j'ai dit « Ok, déjà j'ai quelque chose à apprendre. » Vous m'avez suivi? Donc, elle était préoccupée par « Ok, cette personne vient de faire une gaffe énorme. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne, donc cet être, l'âme, à ne pas avoir à subir
toute la souffrance qu'elle est en train de générer. Cette souffrance sera donc créée par la réaction de ses actes. Quelqu'un fait une grosse erreur, il va y avoir des conséquences. Et elle était déjà rendue, hein, comment je peux l'aider à ne pas souffrir à cause de ça. Puis ça, moi, je me suis dit, oups, tu sais, j'ai jamais entendu ça dans ma tête. Moi, c'était jamais sorti comme ça, ou j'ai jamais eu cette force de bon souhait envers quelqu'un d'autre. Mais l'avoir entendu une fois est devenu pour moi comme un repère. Et quand quelqu'un agit de façon néfaste, ben, des fois je me rappelle de ça, puis je me dis, ok, tu agis de façon négative, c'est négatif, mais si je suis un vrai docteur spirituel, ben, tu sais, si un patient arrive à l'hôpital puis qu'il saigne, etc., puis si le médecin fait juste, ah, voyons, c'est dégueulasse, écoute, va te cacher, là, mets quelque chose, tu saignes, tu sais, ben, il n'est pas médecin. Non? Enfin, j'espère que vous n'avez jamais eu un médecin comme ça. Le médecin, peu importe, ça coule partout, c'est pas beau, il y a des plaies, tout est bourriffé, on n'a plus le temps de prendre notre douche, tu sais. Le médecin, il est correct, là, il regarde pas ça. Lui, la seule préoccupation, c'est, OK, le corps est tout de travers, mais l'individu, il faut que je l'aide. Pourquoi tu saignes? Qu'est-ce que tu as fait? Moi, je regarde souvent dans des rapports assez particuliers, des fois des médecins sont amenés à soigner des individus, dans les lieux de guerre surtout. Mais ils ne savent pas qui ils soignent. Puis des fois, ils soignent celui qui a tué l'autre. Ils ne savent pas encore, ils n'ont pas le détail. Ça, c'est le bon, ça, c'est le méchant. Le médecin, il dit, peu importe qui tu es, moi, mon but, c'est de te soigner. Après, la justice s'occupera du reste, mais pas moi. La spiritualité, c'est un peu ça aussi. C'est d'avoir une préoccupation pour l'âme, puis dire, moi, là, c'est à ce niveau-là que je veux intervenir. Parce que si j'interviens à ce niveau-là, tout le reste va suivre à un moment donné ou à un autre. Si je veux juste me concentrer sur pourquoi tu as fait ça, tu ne devrais pas faire ça, pour qui tu te prends pour me dire des choses comme ça, ça veut dire que je suis coincé dans la relation humaine. Je n'ai pas été à un niveau au-dessus. Donc dans la production des bons souhaits, c'est la première chose. C'est de s'habituer à voir les deux aspects. On n'ignore pas l'aspect humain. Évidemment, quelqu'un qui vous insulte ouvertement devant tout le monde, évidemment qu'il faut être logique et cohérent, il faut être dans le respect de soi. On ne dit pas à l'autre, ben continue. Non. Mais en même temps, il faut être capable de me dire, ma sortie, là, pour me sauver ou me libérer de ça, il faut que j'aille à un autre niveau. Ça, c'est la première chose. Puis le deuxième élément qui nous aide à maintenir des bons souhaits ou avoir des vrais bons souhaits, c'est qu'il faut pratiquer une valeur qui n'est pas populaire du tout, mais pourtant qui est très bénéfique. Qu'est-ce que ce serait selon vous? Quelle valeur nous aide à être capable d'avoir des bons souhaits pour les autres? L'amour, ça va venir avec le détachement. Et je reviens à l'idée du médecin. Le médecin, quand il voit un corps en sang et plein de problèmes, il faut qu'il soit détaché. Il ne pourra pas agir lucidement s'il est attaché et affecté par ce qui se passe. Et c'est pour moi deux éléments importants. Un, de regarder l'âme, et deux, de se détacher un peu. Pourquoi? Parce que si on n'est pas détaché, notre bon souhait, en fait, c'est un peu, c'est ce qu'on dit souvent, c'est très conditionnel. Si on n'est pas détaché, ça va bien, je te souhaite du bien. Ça va pas bien, débrouille-toi, mon ami. Puis si ça va vraiment très mal, toi, là, je te souhaite de tout perdre. T'sais. Puis des fois, on a des malédictions qui sont fortes. Hein. Moi, je viens avant le Raja Yoga, puis au début encore. Des fois, quand les gens m'énervaient, j'ose même plus me souvenir de ce que je pensais à l'époque. Des fois, on peut souhaiter bien des mauvaises choses à nos pires ennemis. Là. Il y avait des symboles, des petites poupées, où tu mets des aiguilles dedans. Puis les gens nous demandaient des fois, quand ils savaient qu'ils nous poussaient un petit peu plus loin, ils disaient, ouais, as-tu une petite poupée de moi à la maison, puis tu mets tes aiguilles? Là? J'ai dit, oh que oui. Je pense qu'on faisait ça dans notre tête, d'avoir des mauvais souhaits pour les autres. Et ça, si on se détache, on apprend le détachement, il y a une grandeur à cela. Parce que c'est le détachement va nous éloigner de notre désir-plaisir pour nous amener dans le donneur-bonheur. Parce que le détachement fait en sorte que on se dit, est-ce que je suis vraiment juste là pour prendre tout le temps des autres, des situations, et même, je pense à des choses vraiment
fondamentale, parce que les plaintes qu'on peut entendre souvent, c'est dans une relation de couple, par exemple. On s'attend à ce que l'autre agisse comme ceci, soit comme cela, nanani, puis on a toute une condition, non? Dans votre liste de mariage, bon oui, il y avait de la vaisselle, le tapis, le cadre, mais la vraie liste de mariage, si je ne me trompe pas, si je te marie parce que je t'aime, mais inconsciemment, je m'attends à ce que tu sois, bon, fidèle, d'accord? Tu sais, ceci, cela, 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 là. Il y a une liste inconsciente de comportements qu'on attend de l'autre, qu'on espère de l'autre. Et tant que ces comportements sont là, c'est bonheur, ça marche très bien. À moins que je me trompe, ceux qui sont en couple depuis plus de 3 semaines, vous me confirmez la chose. Après très peu de temps, on découvre des petites failles dans la liste. On dit, ah, c'est ça, j'aurais pensé que, mais bon, ok, ça peut aller, c'est pas trop grave. Bon, on accepte une petite faille dans la liste. Après une deuxième. Puis je pense qu'il y a une dose, il y a un point névralgique, à un moment donné, on dit, ben non, ça commence à faire beaucoup de défaillances. Je ne sais plus si ça vaut vraiment le coup d'être en couple. C'est ça la relation. Et souvent, ce qui se passe, c'est juste qu'on a des attentes par rapport à l'autre. Et ces attentes-là font que tant qu'elles sont satisfaites, ben, on a des très bons souhaits pour l'autre. Ben, en fait, c'est souvent des très bons désirs pour soi. Ah, ben j'espère que tu vas rentrer toi à la maison ce soir. Mm-hmm. C'est un bon souhait pour qui, ça? C'est un bon souhait pour soi. Mais c'est une belle formule, tu sais. Et on devient très négociateur dans nos bons souhaits. Pourquoi? Parce qu'on est attaché à la relation. Alors, on ne dit pas qu'il faut négliger la relation puis se défaire de la relation. Il faut juste se détacher un petit peu. Pas pour aimer moins, mais pour aimer mieux. Pas pour prendre moins soin de l'autre individu, mais pour mieux prendre soin de l'autre individu. Pas pour prendre une distance de l'individu. Au contraire, pour être capable de se rapprocher de l'individu. Je ne sais pas si vous suivez la différence. Les gens identifient toujours le détachement comme étant s'éloigner, moins prendre soin, moins aimer. Alors c'est tout à fait l'inverse. Se détacher, c'est être capable d'aller plus près, de prendre soin davantage et mieux, et d'aimer davantage. Exactement comme un médecin. Le médecin qui est détaché, il peut se rapprocher de l'autre. Moi, je serais un très mauvais médecin. Tu sens la piqûre, puis je tombe pratiquement dans les pommes. Alors, j'ose pas imaginer la personne qui arrive avec sa jambe dans la main en me disant « Écoute, j'ai un problème ». Moi, c'est sûr que je tomberais dans les pommes, puis je vais aux urgences, puis ils vont devoir me ranimer. Un beau jour, je serais incapable. Je ne suis pas assez détaché du sang et tout ça. Mais un médecin, s'il est détaché, il va pouvoir se rapprocher de son patient. Il va pouvoir en prendre soin beaucoup plus facilement. Puis éventuellement, ben là, ça c'est très rare, mais il peut avoir un sentiment en tout cas bienveillant, sympathique, empathique envers le patient aussi, ça arrive. Les attentes, c'est un terrain difficile. Comment faire pour d'abord savoir qu'on en a, puis les mettre de côté, là, c'est assez... C'est une très bonne question. Alors, les attentes étant un terrain difficile et glissant, comment on fait pour les mettre de côté et savoir qu'on en a? En fait, c'est parce qu'elles sont liées à notre besoin naturel. C'est-à-dire que c'est pas... Il ne faut pas s'en vouloir d'avoir des attentes, c'est naturel. Je dirais bêtement, un animal a des besoins vitaux. Il veut manger, il veut se reproduire, il veut un territoire. Tu sais, l'être humain a des besoins naturels. On veut être aimé. On veut être en sécurité. On veut être en santé. On veut être respecté. Tu sais, c'est des attentes, je pense, naturelles. Maintenant, notre problème, c'est comment est-ce qu'on les formule puis comment est-ce qu'on les négocie avec les individus. Et donc, on ne veut pas éliminer les attentes complètement. On veut juste les repositionner pour qu'elles soient plus raisonnables. Et par rapport à une relation personnelle, bien, c'est de se dire, OK, c'est sûr qu'on espère que l'autre va être fidèle, puis il va rentrer pas trop tard, puis il va s'occuper des enfants, puis il va faire au moins la lessive une fois de temps en temps, puis c'est possible la vaisselle, ce serait pas mal non plus. Puis l'aspirateur une fois par mois. OK. Mais si tout ça ne se produit pas, qu'est-ce que ça génère en moi? Est-ce que j'aime moins l'individu? Est-ce que je l'aime moins bien? Et c'est là où on se rend compte que
il faut reformuler mon contrat d'attente envers l'autre. Puis le vrai contrat d'attente, c'est pas qu'il passe l'aspirateur et qu'il fait ci, non, non. Le seul contrat d'attente, c'est est-ce qu'on peut garder une relation humaine de respect, d'amour, de liberté. Donc c'est de replacer nos attentes à un autre niveau qui vont faire en sorte que la pression est beaucoup sur moi par rapport à mon comportement. Et quand on dit souvent, Jésus aurait dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre, c'est un peu vers ça qu'il faut nous ramener, c'est-à-dire hey, avant de s'emballer face à quoi d'autre, là, rééquilibrons nos perspectives, ayons conscience de nos faiblesses à nous, acceptons la faiblesse des autres, puis renégocions nos relations. Et c'est là où je trouve que la spiritualité et les bons souhaits ramènent un équilibre un petit peu dans tout ça. Mais ça prend du détachement. Parce que si on se détache un peu, on se rend compte que la petite chose dont j'avais une attente est souvent, corrigez-moi encore si je me trompe, mais souvent le déclencheur pour des chicanes, souvent c'est vraiment un détail. Mais c'est la goutte qui a poussé à bout un petit peu une relation. Et souvent on s'en prend, mais pour des bêtises, des futilités. Pourquoi? Parce que justement on n'est pas en train de négocier les bonnes choses. On n'est plus dans la vraie relation spirituelle, humaine. On est juste avec l'individu, on n'est pas avec l'être, et on est complètement dans un attachement. On est devenu attaché. La définition de l'attachement, c'est que c'est une fausse identité. L'attachement, c'est quand je suis dans une identité qui est fausse, et je commence à croire que cette identité va m'apporter quelque chose. Quelqu'un qui est nommé directeur dans une entreprise, tout à coup, le mot directeur et le rôle d'être directeur signifie pour cet individu, ok, ça va être bon, là je suis quelqu'un, là, c'est beaucoup mieux que... Avant, j'étais à l'égalité avec mon adjoint, là, ça y est, je suis supérieur, je suis un cadre, je suis un directeur. Et là, il va s'attacher à cette identité, parce qu'il a peur de la perdre. Il veut cette identité. Et là, si quelqu'un ne respecte pas cette identité, lui parle comme s'il était le concierge de la place, il va dire non, mais tu sais à qui tu parles là? Donc ça devient de l'ego en plus. Mais au départ, c'est un attachement à une identité. Je pense que c'est François qui disait ça. Souvent, il avait fait une conférence puis il demandait aux gens quelque chose. Il se rendait compte que beaucoup de femmes parlaient beaucoup de leur mari, etc. Puis lui, on dit mais votre mari, ça ne m'intéresse pas, je veux savoir vous. Et on disait souvent que l'ego, des fois, d'une femme, c'est qu'elle s'associe beaucoup à « Ah, mais vous savez, moi, mon mari, il est très important. Hein. » Donc, elle est attachée à l'image d'être la femme de. Ça aussi, c'est un danger. C'est un attachement à une image. C'est pouvoir légitime aussi. Pouvoir légitime? Légitime d'être directeur, c'est un pouvoir légitime qui vient de la structure. Oui, c'est un pouvoir légitime, c'est comment tu l'utilises après. Puis comment ça distorsionne ta relation avec les autres. Si la relation devient arrogante, abusive, autoritaire, agressive, là, il y a un problème. Donc là, on n'est plus dans l'utilisation d'une structure correcte et raisonnable. On est dans une mauvaise utilisation. C'est là où on a un problème souvent. Et l'idée, c'est qu'on s'attache à ces identités. Et dans la même façon, on s'attache à nos relations. C'est mon enfant, je suis attaché à mon enfant. Ok, mais au-delà d'être mon enfant, je sais que c'est dur pour les parents, au-delà d'être juste mon enfant, c'est avant tout un être. Ok, ça donne qu'on vit ensemble, on a une relation, dans cette vie-ci, c'est mon enfant, mais ultimement, face à l'univers, on est deux êtres, puis un jour, qu'on le veuille ou non, chacun va partir de son côté, puis on ne sera pas toujours ensemble, puis on n'était pas toujours ensemble. Puis d'où vient cet être? I don't know. D'où moi je viens? Je ne sais même pas. On est ensemble, c'est bien, mais pendant combien de temps on va être ensemble? On ne sait pas. Alors je dirais puis ça c'est un chapitre qu'on pourrait élaborer énormément, mais je vais m'arrêter là, juste pour amener ces deux éléments. Réfléchir à l'attachement, et donc se détacher. Réfléchir à la notion de ne pas se limiter à l'individu, mais essayer d'aller au niveau de l'être. Et de voir combien, quand on est dans un espace mental comme ça devient tellement plus facile d'avoir une attitude de ventilateur, une attitude de vouloir donner, de vouloir dire
Après tout, ouais, c'est pas... OK, regarde. Moi, j'ai envie de maintenir mon niveau élevé. Moi, j'ai envie de rester dans ma spiritualité convenable, digne. Et parce que toi, tu m'as insulté, non. Moi, je ne vais pas aller dans le champ des vaches, là, puis faire la même chose que tout le monde. Je ne vais pas aller t'insulter parce que tu m'as insulté. Puis parce que tu ne m'as pas respecté, moi, je ne vais pas ne pas te respecter. D'arriver à vouloir ça, c'est vraiment de maintenir la dignité de soi, le respect de soi. Et dans ce niveau-là, c'est beaucoup plus facile d'avoir des bons souhaits. C'est beaucoup plus facile de penser à quelqu'un qui nous a diffamés ou quelqu'un qui a été négatif envers nous, d'avoir vraiment le souhait de dire, tu sais, je te souhaite vraiment de te libérer de ce comportement, parce que c'est toi qui souffres. Puis je suis désolé pour toi d'être victime de ce comportement-là. L'expression que j'aime beaucoup, j'ai souvent utilisée, c'est en voyant les autres agir, je me dis, il est ou elle est victime de sa personnalité. Ben, j'ai pitié, c'est de dire, pas drôle d'être dans une personnalité comme ça. La personne arrogante, tu sais, qui parle tout le temps, qui énerve tout le monde, c'est pas drôle. Tu sais, on la plaint, la personne, c'est dommage, il n'y a personne qui veut se rapprocher d'elle, elle n'a pas d'amis, elle énerve tout le monde, personne l'aime. Si on a une vision un peu détachée, spirituelle, ben là, on veut être le médecin. Puis là, on va vouloir dire, regarde, personne t'aime, moi, je vais t'aimer. Puis je sais que tu es détestable, puis tu es haïssable, mais moi, je suis médecin. Moi, je vais t'aimer. Pourquoi? Parce que je vois l'être et je suis détaché. Et ça, c'est vraiment une dynamique qui fait que le bon souhait est puissant. On peut vraiment, à ce moment-là, regarder l'autre, ne pas le juger. Quand on a des bons souhaits pour les autres, on ne les juge pas. Avoir des bons souhaits pour les gens à qui on est attaché, ce n'est pas des bons souhaits. C'est des bonnes cordes. C'est souvent juste des... Tu sais, ouais, j'espère que tu vas revenir la semaine prochaine, non? C'est pas un bon souhait, ça, c'est juste notre désir pour le plaisir, donneur pour le bonheur. Alors, le bon souhait, est-ce que ça vous... Je vois que ça tourne dans les yeux, dans la tête, je vois que ça fume au-dessus de chacun. Je vois des noms qui apparaissent, là, je visualise. Avec un point d'interrogation. Lui, je fais quoi avec ça? Ou elle, je fais quoi avec ça? Ça paraît difficile ou... Oui. Oui, hein? Ben, oui, c'est... dire que si tu veux envoyer des bons souhaits à quelqu'un qui t'a fait quelque chose, c'est quelque chose que tu dis que tu vas vers l'âme, ça veut dire que tu le fais silencieusement. Oui, oui. Okay. Puis pour le bon pas la peine de l'appeler pour lui dire, écoute, tu m'as giflé 8 fois hier, mais tu sais, je te souhaite vraiment d'avoir des bonnes vacances. Et, tu sais, non. Puis comme la bonne journée, toutes ces choses-là, là, vous suggérez quoi pour le remplacer? De juste y penser régulièrement. Juste y penser régulièrement. Honnêtement, moi, ma pratique, souvent, c'est de regarder l'individu juste 3 secondes de plus que la norme. Essayez ça. Et de rien dire. Pas nécessairement de rien dire. Si je dis, parce que des fois, il faut être poli, donc il y a la politesse, bon week-end, ben, je ne vais pas leur rien dire. Non, bon week-end à toi aussi, mais j'essaye de juste ajouter 3 secondes. Ajouter un niveau plus élevé, de vraiment s'arrêter. C'est ça. C'est comme... c'est comme... souvent, les gens disent, ou on le dit, ouais. sans vraiment regarder Exactement. la personne. Exactement. C'est juste ajouter pour créer l'habitude. Moi, c'est comme quelqu'un qui me... Tu sais, quand on se présente, puis quelqu'un te donne la main, bonjour. Notre première réaction, souvent, devant un individu qu'on ne connaît pas, surtout, c'est d'éviter le regard direct trop longtemps. J'ai juste de le prolonger 2 secondes. Puis quand quelqu'un nous dit ah, ben, je te souhaite un bon week-end, oui, au lieu de... Des fois, c'est sûr, moi, je suis pressé, je suis au travail. Ouais. Mais des fois, moi, c'est juste le réflexe, même si elle fait ça, OK, bon week-end, puis là, j'essaie juste d'ajouter un petit 3 secondes pour me dire, regarde, qui suis-je, moi? Moi, je suis un soleil spirituel, là. C'est ça notre rôle de yogi, c'est d'être des soleils spirituels. Donc, moi, la personne part, OK, bon week-end. C'est juste d'émaner quelque chose de plus. Pour ce petit moment-là. Quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui me dit qu'il vient d'avoir j'ai un copain qui m'interpelle l'autre jour, il me dit, j'ai dit, ça va bien? Il dit, puis il était honnête, il me dit, non, ça va pas très très bien. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ben, le couple, tu sais, ça... Et là, tout de suite, moi, ça m'a vraiment mis dans un mode, OK, donc tu sors ton truc, ton scalpel, ton truc de médecin, puis tu dis, OK, là, il y a... Puis c'est pas juste de dire,
Ah, ben, je suis désolé, etc. Oui, j'avais un rendez-vous, j'aurais pu... bon, j'ai pris quelques moments avec cet ami, mais c'est d'y repenser par la suite. Puis de se demander qu'est-ce que je peux créer comme pensée pour que ça aille mieux dans son couple. Je ne peux pas juste dire, non, non, t'inquiète pas, ça va bien aller. Je ne connais pas la situation. Je ne veux pas avoir des bons souhaits utopiques non plus. Là. Non, je ne pense pas que la personne elle veut se faire dire, t'inquiète pas, ça va bien. Non, non, non. Mais même dans ma tête, je veux dire. C'est ça, ouais, dans ma tête. Elle veut parler, ouais. Mais moi, dans ma formule de pensée, qu'est-ce que je veux utiliser? Et la seule formule que je trouvais pour cet ami, c'était, ouais, ok, il faut que tu aies la force de voir de façon lucide ce qui se passe dans ton couple. Je ne l'ai pas dit, je n'ai pas verbalisé. Mais mes bons souhaits pour l'individu, pour qu'il soit autre que juste, bon, j'espère que ça va bien aller pour lui. Comme je vous dis, c'est plus un bon souhait, c'est j'espère que... C'est pas un... C'est un souhait, c'est un souhait. Mais c'est pas, on ne donne pas une bénédiction à ce moment-là. Et pour moi, de formuler une pensée plus articulée face à cet ami, c'était de me dire, ouais, je vois là en lui la capacité de voir la situation de façon lucide. C'est ça ma phrase que j'utilise dans ma tête. Je ne l'ai pas verbalisé. Mais je me dis, ça crée en moi un sentiment positif, puissant, qui est pratique aussi. C'est ça mon bon souhait pour l'individu. J'essaie de trouver des formules, sincèrement. Puis un dernier petit exemple, des fois, que je fais, c'est... des fois, ça nous arrive, on est sur la rue, puis là, on voit que, oh, tiens, il y a eu un accident, ou il y a eu quelqu'un qui est tombé, etc. Et une pratique que je fais souvent, que j'aime bien, c'est... Je passe dans la rue, puis je ne peux pas m'arrêter, là, je suis en voiture, je ne connais pas l'individu. Mais j'imagine que de moi se détache tout à coup, oups, une copie de moi, angélique, là, une copie un peu transparente. Clouc, elle se détache, puis je dis à mon autre moi, ok, va t'en occuper là. Et là, j'imagine, moi je continue, je m'en vais travailler, je m'en vais à mon bureau, mais il y a une partie de moi qui reste présente sur la scène. Et elle est debout devant l'individu. Puis là, elle lui dit, t'inquiète pas, ça va bien aller, je suis là, tu vas avoir la force, pense positif, t'es capable. Puis ça dépend de la gravité de l'accident ou de ce qui se passe. Mais j'essaie de rester derrière. Puis quelques instants, pas longtemps, là, mais juste, ça, c'est des bons souhaits aussi. Ça, c'est le pouvoir des bons souhaits. Vous allez dire? J'ai une personne qui s'est éloignée de moi, de ville, de distance et de sentiments graduellement dans la vie. Évidemment, ça me fait souffrir, mais si je parle à son âme, j'ai comme peur que cette personne-là revienne me faire mal. J'ai peur de souffrir encore du fait qu'elle peut s'éloigner encore. C'est un sentiment. Je parle à son âme, mais des fois... T'es pas trop quoi lui dire. C'est pas ça, mais j'aurais peur qu'il revienne et d'avoir des blessures encore. À ce moment-là, essayez de faire un spécial 2 pour 1. Vous parlez à l'autre âme, mais vous parlez à vous-même aussi. Et donc, vous avez des bons souhaits pour l'autre, mais des bons souhaits pour vous aussi, en guise de protection. Quand vous achetez 2 barres de savon, vous dites, tiens, je t'en donne une. Moi, je garde l'autre, par contre. Mais sérieusement, c'est dans le sens qu'avoir des bons souhaits pour l'autre peut venir aussi en même temps qu'un respect de soi. Et de se dire, regarde, je te souhaite de te libérer de tout ce que tu as vécu, whatever. Mais moi, par contre, je reste protégé. T'sais. Que toi, tu as la liberté de pouvoir vivre ce que tu as à vivre, mais moi, je reste protégé aussi. Et j'ai mon cocon là, qui va faire en sorte que rien ne pourra m'arriver. Il faut visualiser comment on se positionne, parce que le médecin ne peut pas juste dire, ben moi, je te soigne, sans prendre soin de ne pas se contaminer non plus. Il doit mettre des gants, il doit mettre un masque, il doit faire attention. Nous aussi, quand on a des bons souhaits pour les autres, on n'est pas dupe, on n'est pas naïf, on a des bons souhaits, mais des fois, il faut aussi se nourrir soi-même aussi. Moi, je nourris l'image de qui je suis en ayant des bons souhaits. C'est pour ça que j'aime l'image du médecin. Donc, quand j'ai des bons souhaits pour les autres, en même temps, je fortifie mon rôle. Moi, je suis le donneur. Moi, je suis le ventilateur. Des fois, je n'ai pas envie d'être un ventilateur. Des fois, j'aimerais beaucoup mieux être l'aspirateur. Mais je sais que si je deviens aspirateur, je ne serai jamais satisfait. Désir, plaisir, ça ne marche jamais très fort, ça. Si je tombe dans donneur, bonheur,
là, je sais que j'arrive à être comblé. Donc, je me force à, oui, ok, avoir des bons souhaits pour les autres, mais il faut que je nourrisse l'image de qui je suis. Et moi, je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un qui a un bon cœur. Je suis quelqu'un qui me préoccupe beaucoup du bien des autres. C'est ça que je me dis. C'est pas vrai à 100%. Mais c'est ça que je me dis. Parce qu'on devient ce qu'on pense. Tu sais, je me dis toujours, je suis nul. Ah non, tu vois, t'es égoïste. Ah oui, tu vois, tu penses à toi tout le temps. C'est peut-être vrai, mais ça va pas m'aider à devenir meilleur. Il faut se dire des bonnes choses aussi. C'est ça, des bons souhaits pour soi aussi. Alors essayons peut-être pour un petit 10 minutes de méditer ensemble. C'est dur d'arrêter de parler. Hein? Et des bons souhaits pour moi. Dites-lui, puisses-tu arrêter de parler? Ce serait... Puis en même temps, pour vous, puisse-t-il arrêter de parler qu'on soit... Non, non, je plaisante, mais on voulait clore avec un petit moment de méditation aussi. Alors, prenez le temps de bien positionner le corps pour être confortable, à l'aise. Pensez combien c'est important de détendre toutes les parties du corps. D'être conscient de l'environnement qui nous entoure. Mais très rapidement, on peut se détacher progressivement des situations extérieures. Comme si je partais un peu dans mon monde intérieur, dans mon espace intérieur. Je visualise au centre du front une lumière, un peu comme la flamme d'une bougie. Juste une toute petite lumière qui brille au centre du front. Je prends conscience que c'est de là que viennent mes pensées. Que c'est moi l'être qui pense. Et je me situe au centre du front, un peu comme si j'étais au sommet d'une tour. Je peux voir mon corps. Comprendre que c'est le corps que j'ai depuis longtemps. Le corps auquel j'associe une personnalité, un âge, une nationalité. Je me dis que ce n'est qu'une partie de moi. Et dans ce que je suis véritablement, il y a beaucoup plus. Alors je me dis que je suis une âme, un être de lumière. Que je suis en fait une énergie, une conscience. Et que je m'exprime à travers ce corps. Et que je joue mon rôle dans cette grande pièce de théâtre. Et je sais que ce rôle a un début, un milieu, une fin. Qu'à tout moment, je pourrais partir ou quitter cette pièce de théâtre. Mais tant que chaque jour, je
continuer à vivre dans ce corps. Je me dis qu'il ne dépend que de moi de créer chaque jour comme un jour exceptionnel. Il ne dépend que de moi de voir la beauté, le sens à chaque jour. Alors conscient d'être une âme, je regarde un peu toute cette vie autour de moi, mais avec un léger détachement. Non pas un détachement qui m'éloigne, mais un détachement qui me permet d'apprécier encore plus. Parce que je ne me sens pas aspiré par tout ça. En étant légèrement détaché des situations et des gens qui m'entourent. Il devient plus facile pour moi de rester bienveillant, de rester positif. Et je n'ai pas peur de souhaiter le bien à tous, parce que je sais que ça ne m'enlèvera rien. Que je peux avoir des bons souhaits pour les autres. Et ça ne veut pas dire que je perds quoi que ce soit. Au contraire, plus j'ai des sentiments bienveillants pour les autres, plus je découvre en moi cette capacité d'être grand, d'être digne, d'être noble. Et je commence à reconnaître en moi cette bienveillance. Je commence à apprécier qu'en étant légèrement détaché de tout, je peux aimer davantage. Je peux être plus disponible pour les autres. C'est comme si j'avais moins de plaisir, mais plus de bonheur. Moins de désir. Et seulement des bons souhaits pour les autres. Et je redécouvre cette grandeur et cette liberté qui vient lorsqu'on n'a aucune pensée négative pour les autres, aucun sentiment négatif pour les autres. Et j'apprécie cette liberté. Cette légèreté de l'esprit, cette grandeur du cœur. Cette clarté dans ma façon de voir les choses. Et plus je me détache, plus je me rapproche. Plus je prends soin de moi et des autres. Et plus je maintiens un regard rempli d'amour pour moi et les autres.
repense à cette étoile qui brille au centre du front. Je suis une âme. Et je me sens libre. Je suis une âme remplie de bienveillance. Bon retour dans votre corps respectif. Et puis, je vous souhaite... Qu'est-ce que je vous souhaite? On écoute. Bonne soirée. Bonne semaine. Belle vie sur Terre et une belle pièce de théâtre. On se revoit la semaine prochaine et puis pour un autre sujet le mercredi. Voilà, bonne méditation aussi. Je pense à vous.